Bienvenue à tous. Nous allons parler encore coronavirus ce soir, Covid-19. Plus de 1,5 million de morts dans le monde. Notre invité, Dr Francis Soukouna Dadio, médecin du travail. Bonsoir docteur et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Alors aujourd'hui nous sommes bien sûr le 4 décembre 2020 et le monde entier totalise déjà 1,5 million de décès à travers le monde. Dans l'ordre normal des pandémies, les chiffres, ça va dans l'ensemble. Est-ce qu'on peut dire que ça va? On a vu avec d'autres maladies. Un décès reste un décès. Hein? Oui. C'est vrai que les chiffres qu'on a eus par le passé, par rapport aux autres pandémies, ne peuvent pas être comparés aux chiffres qu'on a ces derniers moments parce que la technologie a évolué, la science a évolué, on connaît mieux les maladies et on fait une bonne prévention. Donc, c'est que la pandémie à coronavirus nous a vraiment mis au dépourvu par rapport à tout ce que nous avons, les systèmes de santé, tous nos systèmes de prévention, les systèmes de prévention, où nous avons eu même à la fin du mois de mai des ruptures d'équipements de protection individuelle, Oui. ce qu'on ne s'attendait pas à voir. Donc 1 million de décès, c'est vrai. On peut se dire que d'autres maladies tuent plus que ça. D'autres maladies sur peut-être un mode endémique tuent plus que ça en un an. Oui. Mais coronavirus étant ce qu'il est, on ne peut pas dire que bon, ben c'est normal, 1,5 million de décès, c'est quand même trop. Il faudrait voir qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça de sitôt. Voilà. Alors, on sait qu'il y a d'autres maladies qui font tristement parler d'elles à travers le monde. Bon, si nous prenons ce que nous vivons très souvent en Afrique de l'Ouest, je veux nommer le paludisme. Absolument. Et il y a souvent cette comparaison-là qui est faite. Et on a comme impression que corona et paludisme, le paludisme demeure toujours la maladie la plus grave en matière du taux de décès qu'on enregistre. Le paludisme reste la maladie la plus grave qui tue pratiquement tout. Il tue les enfants, il tue les grandes personnes. C'est vrai que les enfants souffrent encore plus que les adultes. Et si nous ne faisons rien par rapport aux autres maladies dans le paludisme, on risque de détruire notre relève de demain. Donc le développement durable ne sera pas atteint parce qu'on n'aura pas les ressources pour poursuivre ce que nous avons attendu. Nous attendons de demain. Donc ces maladies existent toujours, ce n'est pas qu'elles ont disparu. Ces statistiques existent, mais c'est vrai que la focalisation actuelle est sur le coronavirus. Parce qu'on ne s'attendait pas à voir ce que nous vivons par rapport au coronavirus. Donc il y a une grande focalisation par rapport à l'attention, par rapport au programme, par rapport à l'argent que nous avons. Vous voyez, les budgets sont énormes par rapport à cette maladie. Mais c'est vrai que les autres programmes se font chaque année et ces programmes continuent. Mais malheureusement, on a assisté à ces derniers moments à une baisse de l'affluence par rapport à la fréquentation des centres, par rapport à ces maladies. Et malheureusement, peut-être qu'il y a des décès qui ne sont pas comptabilisés au jour d'aujourd'hui par rapport à ces autres maladies. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse taper du poing sur la table pour que cette propagation du coronavirus s'arrête, pour que nous reprenions nos habitudes par rapport à la santé publique, pour gérer ce qui nous tue, ce qui nous gère depuis plusieurs années. D'un continent à un autre, les chiffres diffèrent. Nous allons nous intéresser un peu au vieux continent, je veux parler bien sûr de l'Europe, où on a constaté que les chiffres en matière de taux de décès qu'on a dans certains pays, ça diffère d'un pays à un autre. On se demande ce qui peut en être la cause principale quand on sait que dans d'autres pays, il n'y a pas trop de décès à côté, c'est de l'hécatombe. Ouais. Ça dépend des sujets qui sont en cause. Ça dépend du terrain sur lequel la maladie est tombée.
Vous savez, en Europe, quand vous prenez le total de décès, vous remarquez que c'est les vieilles personnes qui sont plus mortes. Et quand vous voyez ces chiffres, c'est des gens qui viennent des maisons de retraite, des EHPAD. Des EHPAD, oui. Voilà. Donc, il y a ces personnes qui étaient déjà débilitées, qui étaient fatiguées par des maladies. Et le coronavirus est venu donc assommer ces gens-là. C'est vrai que dans d'autres pays, nous voyons aussi d'autres types de décès dans la population adulte, disons, entre, disons, la quarantaine à la soixantaine. Mais ça dépend de la virulence du germe qui est en cause. Ça dépend de comment les gens ont pu attraper et comment les gens se sont protégés contre cette maladie. En Afrique, c'est vrai qu'on se disait, comme au début de la maladie, que nous allons souffrir le martyre. Mais l'Afrique n'a qu'à se mais préparer au jour d'aujourd'hui, on a entendu pas mal de choses. Hein? Nous ne sommes plus à cette étape. Et quand les gens comptent 2500 décès par jour, nous sommes à 65 décès depuis près d'1 an, disons. Et on se dit qu'il faudrait qu'on puisse vraiment faire un petit sacrifice. C'est vrai que c'est un sacrifice, il faut qu'on fasse un petit sacrifice pour que les périodes qui arrivent ne nous envoient pas très loin en arrière où les cas vont exploser et on va nous parler de deuxième vague. Il faut que ce soit bien clair, il faut que nos compatriotes, que chacun se donne un sens de responsabilité, se mette de la discipline pour que nous puissions arrêter très tôt cette maladie qui ne fait que durer. Voilà. Pensez à arrêter la virulence de cette maladie, la propagation aussi exponentielle de cette maladie. Si nous prenons le continent, enfin les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, il y a toujours ces chiffres-là qui grimpent au jour le jour. On parle de Floride entre-temps, New York aussi a emboîté le pas à Floride, et des décès ne cessent de tomber tous les jours. On se dit, c'est parce qu'il y a manque de moyens ou bien c'est parce que la maladie est sur un terrain qui n'est pas vraiment favorable, oui, jouant à la défaveur de cette personne-là qui traîne la pathologie. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de moyens. Les États-Unis, c'est le pays le plus industrialisé. C'est les moyens. Il y a plein de moyens. C'est eux qui aident tous les pays. C'est la première puissance économique du monde. Vous voyez? Mais ce qui s'est passé, c'est que au début de la pandémie, il y avait un déni de l'existence de la maladie. Oui. Même au niveau des hauts responsables. Au niveau des hauts responsables qui ont fait que la population en général ne s'est pas bien pris. La population en général n'a pas pris les précautions pour que la maladie ne rentre pas très tôt dans la communauté. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est une maladie qui, ce n'est pas que c'est des voyageurs qui amènent la maladie, mais la maladie est dans la population et se propage. Elle est devenue endémique, elle se propage. Donc, quand elle se propage comme ça, les terrains sur lesquels l'immunité est faible, les maladies, d'autres maladies ont assommé déjà le patient ou le malade sur lequel le coronavirus arrive, va faire qu'on va avoir beaucoup de décès. Et c'est ce à quoi on assiste ces derniers moments. Les chiffres que je viens de donner par rapport à 2500 décès, c'est en Amérique. Avec beaucoup de décès, beaucoup de nouvelles contaminations. C'est des milliers par 24 heures. Donc c'est une situation que on peut juger on a mal jaugé, on a mal jaugé l'ennemi et on s'est mis à dire que ce n'est pas, on appelait même ça en Amérique le virus chinois. Donc ça veut dire que c'est vrai, c'est le virus chinois, mais il est allé en Amérique, il est allé partout dans le monde. Il est né quelque part là, mais il a pu voyager, il a atteint les coins et les recoins du monde entier. Donc cette situation fait qu'il faudrait que nous, au Togo, qu'on puisse vraiment
se serrer les coudes pour avancer vers une annulation de la propagation, une annulation donc des effets que cette maladie est en train de nous faire vivre, malgré qu'on ne veuille pas. On ne dort pas, hein, la sensibilisation continue au jour le jour, on voit la prise en charge, des moyens qui s'intensifient, et dans le monde entier, il n'y a aucun pays qui est resté en marge de tout ce qui doit être fait pour booster hors tas de nuances, ce qui est en train de se passer. Mais il y a un constat qui se dégage, le continent africain demeure un continent de miracles, en quelque sorte, en matière de tout ce qu'on voit à travers le monde entier. On se dit, si coronavirus devait faire beaucoup plus de dégâts, on serait peut-être dans les 3 millions, 5 millions de décès enregistrés à travers dans le monde. Et puis l'Afrique, peut-être... peut-être 2 millions. 2 millions. Malheureusement, et heureusement pour nous. Malheureusement pour ceux qui prévoyaient ça, et heureusement pour nous que ce n'est pas le cas. L'Africain, j'ai lu quand même une petite étude que je vais partager avec vous. Oui. Une étude, je crois qu'elle a été menée en Allemagne, où on a testé des patients, on a fait des prélèvements chez des patients qui ont présenté des formes graves. Oui. Alors, chez ces patients qui ont présenté des formes graves, on a remarqué qu'ils avaient une déficience en vitamine D. En vitamine D, hein. En fait, c'est pas parce qu'ils cherchaient la vitamine D, mais Oui. c'est que c'est une recherche en Il y a une carence. Ils ont retrouvé qu'ils avaient une carence en vitamine D, ce qui présentait les formes graves. Alors, cette étude qui est faite chez eux a peut-être aidé à ce qu'on donne peut-être de la vitamine D aux gens et tout ça. En Afrique, nous, on n'a pas besoin qu'on nous donne de la vitamine D. Non. On n'en a pas besoin. On n'en a pas du tout besoin. Donc, est-ce que ça aussi a contribué à ce que les Africains aient des formes mineures ou qu'il n'y ait pas beaucoup de décès chez nous? C'est la même chose par rapport à tout ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons, c'est les alomas, les moringas, les anis, tout ce que nous avons comme épices. Oui. On se dit que le citron, et limon et autres, beaucoup de choses qui en Afrique, par rapport aux études qui sont réalisées au niveau de l'université de Lomé, voient que c'est des produits que nous utilisons et qui remontent un peu l'immunité chez nous. C'est vrai qu'il y en a plein dedans que nous consommons qui diminuent l'immunité. Ils avaient parlé de l'arachide, ils avaient parlé des souches qui diminuent l'immunité. Et même, je crois que la noix de coco aussi. Donc, il y a plein de choses que nous avons qui nous aident à pouvoir affronter, peut-être de manière inconsciente, le coronavirus. Et pour le grand bonheur de tout le peuple, nous voyons que la progression qui était prévue pour l'Afrique n'a pas tenu. Elle a été une prévision qui est restée peut-être morte, née, avant que ça ne soit mis en œuvre. Donc, nos scientifiques qui ont voulu tester les produits, les formulations traditionnelles, je crois que d'ici là, on va ressortir quand même des résultats plus poussés pour nous dire qu'est-ce qui a pu marcher chez l'Africain qui a ce mode de vie avec les épices et autres qu'il consomme, gingembre et autres, qu'il consomme régulièrement. Qu'est-ce qui a pu marcher dans ça? Donc on verra d'ici là ces résultats. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que l'alimentation aussi a joué un grand rôle en matière de tout ce qu'on voit aujourd'hui? Parce qu'on a tendance à dire que non, l'Africain, on cherche ce qui a vraiment joué en sa faveur pour qu'il soit vraiment toujours solide. Et quand on sait qu'à côté, sur le vieux continent, les gens ne font que tomber comme des mouches. Voilà, on dit au début de la pandémie, on disait que les Africains qui sont en Europe même n'étaient pas aussi touchés que ça. Et beaucoup de gens sur un certain nombre de plateformes ont témoigné quand même qu'ils ont été malades du coronavirus, mais ils n'ont pas fait quand même de formes graves, heureusement. Donc ça veut dire que, quelque part, nos habitudes alimentaires qu'on a ici n'ont pas quitté nos frères, qui sont même, malgré qu'ils sont dans d'autres pays, ils ont quand même eu ces habitudes alimentaires
où ils ont toujours les gingembre, les clous de girofle et tout ça qu'ils consomment. Et d'autres produits encore, moringa et autres, qu'ils consomment. Donc on peut dire que au jour d'aujourd'hui, par rapport au coronavirus, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus qui ont joué à la faveur de ces chiffres minables qu'on a eus par rapport à l'Afrique. Mais on se dit que d'ici quelques années, on saura encore plus sur les vraies raisons qui ont fait que l'Africain n'a pas eu ces hécatombes qu'on nous prédisait. Voilà. Donc on parle aussi de ce traitement qu'on a souvent l'habitude d'avoir en Afrique. Je veux parler des antipaludéens. Quand on est une fois malade de paludisme, traité 1, 2, 3 fois, puisqu'on est déjà habitué. Les pays sous les tropiques en ont l'habitude que c'est un peu difficile de développer la forme la plus grave de coronavirus. Ce qui veut dire que, bon, dans ces produits quinines et consorts, il y a des éléments qui jouent. Oui, des substances rémanentes qui restent permanemment dans le sang. C'est vrai que dans le traitement du paludisme avec la piperakine, on se retrouve avec des produits qui peuvent rester, qui ont une demi-vie plus longue, qui vont avoir des effets à plus ou moins long terme dans l'organisme. C'est vrai que certains produits ne sont pas utilisés chez les enfants et c'est ces enfants qui sont menacés par le paludisme. Donc, c'est vrai qu'en Afrique, vous avez vu que les protocoles qu'on a, c'était à base de chloroquine. Alors, je me dis que dès le début de la maladie, ceux qui ont connu le virus, la séquence du virus, ils disent que c'est comme s'il y avait des morceaux d'ADN de paludisme, d'ADN de la maladie de l'Afrique australe, et comment ça s'appelle Ebola. Ebola, oui. Qui se retrouvaient dans l'ADN ou dans l'ARN de ce virus. Mais bon, tout reste à quand même vérifier. Mais au jour d'aujourd'hui, si les essais thérapeutiques sont allés vers la chloroquine, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Parce qu'on ne peut pas penser simplement à la chloroquine comme ça, sans avoir des raisons solides qui nous amènent à utiliser la chloroquine. Et si c'est vrai que la chloroquine a eu des effets avec les autres produits antipaludéens que nous utilisons, bon là on peut dire que l'Africain a été protégé aussi par le fait que il a utilisé souvent ces produits et donc les formes graves ne sont pas les bienvenues. Donc c'est ce type d'individus qui sont les Africains. Voilà. On peut aussi dire que le soleil aussi a peut-être joué quand on voit un peu ce qui se passe dans l'Afrique du Nord et dans les pays dits développés, enfin du pôle du Nord. On se dit qu'en réalité, le soleil aussi a fait quelque chose plus ou moins de... C'est vrai que les gens ont parlé... Il y a des tests qui ont été avancés au départ, mais qui ont été du coup balayés du revers de la main. Que la chaleur tue le virus. Le virus, c'est pas que c'est celui qui est resté dans la nature, sous le soleil, qui contamine, malheureusement. Oui. C'est celui qu'on envoie par gouttelette qui contamine. Ou vous contaminez une surface et la personne prend ces virus le temps que ces sécrétions prennent pour sécher, vous les prenez quand elles sont humides, là vous avez la maladie. Donc, c'est vrai que la chaleur et tout ça, on ne va pas mettre de la chaleur dans, par exemple, les poumons des gens ou dans la gorge des gens. Donc, quand on dit que le virus ne se propage pas en Afrique parce que il y a de la chaleur, ça peut être possible. Ça, bon, je ne dis pas non, ça peut être possible. Mais le fait que nous avons une histoire de la vitamine D avec le soleil, avec cette étude allemande, je me dis que le soleil est pour quelque chose dans la protection de l'Africain. Parce que si cette étude s'avérait vraie par rapport à ceux qui ont présenté les formes graves en Amérique et en Allemagne et qui ont présenté des déficits en vitamine D, l'Africain a de la vitamine D à revendre.
Donc, ça va faire que les Africains ne vont pas présenter donc des formes graves. Et c'est la même chose par rapport au climat. On disait que le climat est en faveur de l'Africain parce qu'on est dans un climat chaud. Mais les gouttelettes, lorsqu'elles sortent, elles sortent d'un homme vers un autre. Elles sortent d'un homme vers les surfaces, d'autres surfaces. Quand vous les prenez en même temps et vous ne vous lavez pas, vous approchez votre main du visage, là, du nez, des yeux et de la bouche. Là, vous attrapez la maladie. Donc, le climat ne nous a pas trop aidé dans le sens où on dit que c'est la chaleur tue le microbe ou le coronavirus. Mais la chaleur peut-être nous a aidé dans d'autres sens où peut-être ça a joué dans la physiologie ou dans l'organisme de l'homme qui le rendait apte à rejeter le virus ou à le supporter mieux. Voilà. Mais on sait quand même que l'enveloppe de ce virus aussi est fragile, qui n'est pas aussi résistante au soleil. Et on sait que l'Africain a cette habitude du soleil. On se demande, bon, il y a des non-dits, hein, selon certaines têtes qui pensent que l'Afrique s'en sort très bien grâce à certaines normes climatiques dont il est souvent habitué à être exposé avec le temps. Ça peut aider, c'est vrai. Je ne dis pas non, ça peut aider. Mais étant donné que le mode de transmission, ce n'est pas que c'est dans l'air que le virus circule et on le respire, mais c'est lorsque la personne qui est en face rejette des gouttelettes ou rejette des gouttelettes sur les surfaces communes que nous allons toucher. C'est là le truc. Donc maintenant, quand on dit que le climat a aidé en la faveur, c'est possible. Peut-être que quand il va rejeter sur les surfaces, lorsque le soleil va taper ces surfaces, si c'est des surfaces ensoleillées, ces surfaces seront détruites, les microbes seront détruits sur ces surfaces. Si c'est des portes ou des rampes qui sont au soleil, ces rampes vont être asséchées par le soleil. Mais si se trouve que c'est des rampes qui sont dans des couloirs ou ces tables, par exemple, quand les gouttelettes sont jetées et que dans un délai plus court, les gens vont toucher ces gouttelettes, en ce moment, il y a problème. Donc, c'est vrai que le climat aurait pu jouer peut-être un rôle important dans la minimisation de la propagation du virus, mais peut-être c'est avec un peu de recul qu'on aura donc les vrais chiffres. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent quand on sait qu'aujourd'hui le monde entier a enregistré plus d'1,5 million, 1,5 million voilà, de décès? Alors, les fêtes de fin d'année qui s'approchent, on a vu les restrictions dans les pays d'un pays à un autre, que ce soit en Europe, en Afrique, le Togo aussi, on a vu la cellule nationale de la gestion de la riposte est en train de nous préparer voilà. à d'éventuelles contraintes. Et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas se laisser comme ça et fêter comme si de rien n'était. Si on le fait vraiment, tout l'effort qu'on a fait depuis le début, on l'aura jeté à l'eau. C'est vrai que dans les jours à venir, certains pays pensent déjà à leur vaccination. Et la Grande-Bretagne va commencer dès la semaine prochaine. La France, peut-être d'ici le début du mois prochain. Mais chez nous, il faudrait quand même que nous, on n'a pas les moyens de ces grandes puissances. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire de la prévention. La prévention, c'est les mesures barrières. Les mesures barrières vont nous permettre de pouvoir minimiser la propagation, de pouvoir diminuer le nombre de cas d'ici la fin de l'année. Malheureusement, il y a les fêtes. Il faudrait qu'on puisse diminuer le nombre de cas pour que nous puissions tomber dans 2021 avec peut-être, disons, 0 cas actif. Est-ce que c'est possible? C'est possible. 0 cas actif, 0 Pourquoi cas ce n'est de pas décès. C'est possible. Les Sauf États-Unis, les chiffres grimpent nous jour le jour. pouvons L'Italie, l'Espagne. C'est bien possible. L'Allemagne, l'Afrique du Sud en Afrique. C'est possible.
Pourquoi pas? C'est possible, dans la mesure où c'est que nous ne pouvons pas faire violence pour arrêter tout. Sinon, si on arrête tout et on prend les précautions qu'on prend par rapport à la prise en charge, en 3 semaines, je crois qu'on peut régler tout. Mais le problème qui se pose à nous, c'est qu'est-ce que va devenir l'économie? Qu'est-ce que va devenir les personnes qui sont restées à la maison ou qui sont restées encloîtrées sans faire quoi que ce soit? C'est là le problème. Sinon, c'est possible. Quand on arrête, vous voyez dans les grands pays, dans les pays développés, quand ça monte, on fait quoi? On reconfine. Le reconfinement, c'est avec beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. C'est vrai que les moyens qu'on met ne suffisent même pas pour pouvoir gérer tout, mais on met les moyens pour que ça puisse réduire la propagation. Et en Afrique, je crois que c'est les restrictions là qu'on va commencer par faire petit à petit qui vont faire que nous allons avancer un peu dans la lutte contre cette maladie. C'est ce qu'il faut faire. Et la coordination nous prépare à peut-être une éventuelle, je ne sais pas si c'est un couvre-feu ou autre chose qui va arriver. On verra. D'ici un couvre-feu. D'ici la fin de. En tout cas, ils n'ont pas dit ça. Hein? On n'a rien dit pour le moment. Mais il faudrait quand même qu'on se prépare. Et si d'ici la semaine prochaine, les cas ne continuent pas à grimper, on sera obligé d'arrêter. On sera obligé de dire, bon, ok, restez un peu à la maison, ne sortez pas tard, on va voir ce que ça va donner. On est bien obligé de le faire comme ça. Les vaccins, quand on va commencer par vacciner, peut-être que ce serait finalement la solution. Hein? Oui, la vaccination, la vaccination, prions seulement que c'est vrai que les vaccins, c'est tout un cheminement. C'est un grand cheminement avant que les essais ne se fassent, puis après l'autorisation de mise sur le marché. Prions que ce qu'on est en train de nous présenter soit efficace. On dit que c'est efficace à plus de 80%. Que ça soit efficace et que ça nous aide à immuniser le plus grand nombre de populations les plus fragiles. Chez nous, c'est vrai que ça passe chez tout le monde. Donc, quand ça va arriver, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir en avoir et de vacciner les gens. Voilà, maintenant, ces vaccins, c'est toute une logistique à mettre en œuvre. Ces vaccins, c'est de l'argent qu'il faut débourser, alors que nous sommes déjà en souffrance par rapport à certains aspects. Le monde du travail n'est pas épargné. Et vous voyez, au niveau des églises, les gens rognent parce que on a donné une petite plage pour faire leur culte. Donc, et peut-être qu'il faut multiplier le nombre d'heures pour que tout le monde soit là, ainsi de suite. Donc, les vaccinations vont pouvoir nous aider, mais c'est l'autre paire de mains, c'est de pouvoir acquérir ces vaccins. Oui, vacciner, on a vu la France qui déballe déjà son programme de vaccination qui s'étend pratiquement sur l'année 2021. Oui. On se dit, en Afrique, il y a peut-être un pays qui peut mieux faire l'affaire, commencer quelque chose en 2021 où la vaccination en Afrique, c'est peut-être en 2022, 2023 peut-être. Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut qu'on fasse de la prévention, parce que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir dire, bon, nous aussi on va vacciner à partir du 20 décembre par exemple. On peut dire, nous aussi on vaccine à partir du 20 décembre. Mais on a où le vaccin? Il faut qu'on l'achète. Donc ce qu'il faut faire, c'est de la prévention. Prévenir quoi? La propagation du virus. Prévenir les nouvelles contaminations. En faisant quoi? Mesures barrières, restrictions des mouvements qui ne sont pas utiles. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. La prévention, c'est vrai. Ici, heureusement, ce n'est pas qu'on va mettre beaucoup de logistique pour la prévention, mais elle sera utile pour nous. Alors que, par exemple, en entreprise, on dit prévention, c'est de mettre des moyens, c'est de faire, acheter plein d'équipements pour les travailleurs et tout ça, pour pouvoir faire de la prévention, les sensibiliser, les former et autres. Ici, nous savons déjà ce qu'il faut faire par rapport à coronavirus. C'est quoi? Mesures barrières, toutes les restrictions par rapport au mouvement que nous faisons, ne pas se rassembler et tout ça. Et puis,
Le tour est joué. Et c'est ce qu'il faut faire pendant ce dernier cadran-là qu'on va vivre, hein, la période de fête. Ce dernier cadran est essentiel dans ce que nous aurons de coronavirus en 2021. C'est très important. Si nous ne commençons pas à avoir de gros chiffres, hein, dans cette semaine de décembre, là, ce serait la catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme pour dire qu'il faudrait qu'on puisse faire un sacrifice, une restriction. Hein, l'autodiscipline, la discipline collective, et le tour sera joué par rapport à la propagation du coronavirus. Voilà. L'exportation de ce vaccin-là aussi, c'est un autre problème, hein, quand on sait que le pays est dit développé. C'est maintenant qu'on passe des commandes pour les réfrigérateurs devant conserver ces vaccins. On se dit l'Afrique qui est à moins 60 degrés. 70 degrés. C'est pourquoi je disais que c'est toute une logistique à mettre en œuvre. Vous voyez que nous ne pourrons pas le faire aisément. C'est vrai que dès le début de la pandémie, vous voyez, les autorités, dont le chef de l'État, ils ont mis beaucoup de moyens par rapport à cette lutte. On pourrait mettre des moyens, mais ce n'est pas que. C'est des moyens qui seront destinés simplement à ça. Ça va pouvoir dérégler un certain nombre de systèmes que nous avons déjà. Le système sanitaire n'est pas au beau fixe, c'est-à-dire on n'a pas tous les moyens, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de CHU, beaucoup de CHR, où on va dire par région, on a un centre de prise en charge et tout ça pour qu'on puisse gérer. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est de la prévention. Parce que nous ne pourrons pas faire face s'il y a une explosion des cas. Nous ne pourrons pas faire face si les populations doivent être appelées à rester à la maison. Si on demande encore aux gens de rester à la maison, vous voyez ce qui se passe. C'est la catastrophe. Nous allons encore souffrir. Voilà. Parfait. On va s'intéresser au Togo. Togo qui a enregistré son premier cas. C'était en avril, hein? Mars. Le 5 mars plus précisément, que le Togo a enregistré son premier cas. Et aujourd'hui, la barre de 3039 de cas est déjà franchie, avec 65 décès dans le pays. Votre commentaire, c'est dans l'ordre normal, ça va? La prise en charge, est-ce qu'on peut dire que c'est dans l'ordre normal? Vous voyez ce que j'ai toujours dit sur ce plateau? De mars à juin, nous avons eu un certain nombre de cas. De juin, juillet, août, septembre, nous avons triplé ce que nous avons eu dans cette première manche-là. Alors que cette maladie est un peu plus... c'est-à-dire que le temps est passé où on a connu un peu la maladie. On aurait pu faire des efforts pour que les chiffres descendent plutôt que de monter. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous n'avons pas respecté ce que nous avions respecté dans le premier trimestre. À qui la faute? La faute est partagée, c'est tout le monde. C'est tout le monde parce que, surtout, la population. Parce que le truc se transmet dans la population. Les gens... Mais eux aussi, ils veulent aller manger. Ils veulent venir ça et là pour chercher à manger. C'est ça le problème. Donc, si peut-être on avait les moyens, les gens n'allaient pas se déplacer. Oui. Les gens vont rester chez eux. On avait quand même l'État au Togo, par exemple, qui a mis en place ces mécanismes devant aider les couches les plus vulnérables. Je veux nommer Novici. Novici a quand même fait son... Absolument. Novici a fait quand même quelque chose. Oui, beaucoup. Mais ce n'est pas tout le monde. Plus de 11 milliards et quelques de francs CFA. Ce n'est pas tout le monde qui a bénéficié de Novici. Même les salariés et les fonctionnaires, eux aussi, si on pouvait leur donner quelque chose, ils vont prendre. Nous aussi, hein, voilà, c'est ce que je dis. Ça ne suffit jamais. Ça ne suffit. Ça ne suffit jamais. Donc, c'est vrai qu'on va mettre beaucoup de moyens, mais il fallait qu'on puisse... Quand on est là, les gens viennent avec le portable. Grand frère, des coucous, pardon, aide-moi à avoir mon Novici. Je me dis, mais nous qui n'avons pas la chance, vous percevez paisiblement et puis... Vous voyez, non, c'est ça. C'est ça la situation. 3039 cas enregistrés au Togo. On se dit, la riposte, ça marche.
Oui, Ça marche. mais il y a toujours En fait, un mais. Oui, ça marche. Sauf que dans la riposte, c'est plusieurs protagonistes dans la riposte. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire pour que ça s'arrête. Mais quand vous voyez, un certain nombre d'événements ont fait qu'on a eu beaucoup de chiffres. Vous le savez, on ne va pas revenir là-dessus. Beaucoup d'événements ont fait qu'il y a eu encore de plus grands nombres de contaminations. Donc en ce moment, le gouvernement a mis en place ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, dans comment nous nous comportons, dans comment nous vivons, hein, on a sapé l'effort du gouvernement qui a fait que les chiffres ont grimpé. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que la démarche est là. Ce qu'on doit faire pour que ça marche est là. Il faudrait que chacun au niveau individuel et au niveau collectif fasse sa part. Hein, une détermination au niveau individuel, et ce serait une détermination collective. Un sens de responsabilité au niveau individuel serait une responsabilité collective. Et un plus grand sens, un gros bol de discipline individuelle, et ce serait la discipline collective. Voilà ce qu'il faut faire. Hein? Nous souffrons beaucoup de coronavirus. Ce n'est pas le fait que tu n'aies pas l'argent, c'est d'abord le fait que tu dois écouter des gens qui souffrent de la situation. Vous allez voir des travailleurs qui se plaignent par rapport à la situation, des employeurs qui se plaignent par rapport à la situation. Il faudrait qu'on puisse vraiment se ressaisir pour un temps et puis pouvoir avancer. Sinon, ça ne peut pas aller. On a vu le patron qui gère la cellule nationale de la riposte au Togo, ils étaient en face des professeurs des médias mi-semaine-là, qui est revenu sur certains nombres de comportements adoptés à l'approche des fêtes de fin d'année. Et si rien n'est fait dans ce sens-là, ils seront obligés de durcir. Oui, c'est ce qu'il a annoncé. En imposant encore peut-être peut-être le couvre-feu. Je n'ai pas dit qu'il y a couvre-feu, mais peut-être le couvre-feu et nous reconfiner, je ne sais pas. Vous voyez qu'on met en place des mesures pour que ça ne s'explose pas, qu'on n'ait pas beaucoup de cas. Mais quand ça ne se respecte pas, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de reconfiner. On est obligé de faire le couvre-feu. On a plusieurs moyens pour pouvoir contraindre à ce que ça se fasse correctement. Mais donc, pour qu'on n'en arrive pas là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on soit discipliné. Il faut qu'on soit responsable. C'est tout. Quelles sont ces mesures-là que vous pensez qu'on peut adopter? Comment faut-il se comporter à l'approche de ces fêtes de fin d'année? Même dès aujourd'hui, ce n'est pas l'approche de fête. Oui, c'est déjà la fête. Voilà. Aujourd'hui, on est dès aujourd'hui. Oui. Dès aujourd'hui, c'est les mêmes mesures barrières qu'il faut respecter. C'est ça le problème. Vous allez encore voir des gens qui se rassemblent à plusieurs pour faire la fête. Vous allez voir des gens qui continuent par se serrer la main. Vous allez voir des gens qui, je ne sais quoi, vont boire ensemble dans le bar, alors que quand on boit, on ne met pas le masque. Alors que quand on boit, on parle beaucoup. Quand on boit, on oublie, on se tapote. Vous voyez? Tous ces comportements vont faire que la maladie ne va pas s'arrêter. Donc, le respect des mesures que nous connaissons déjà, le respect là va nous aider à arrêter la propagation. C'est très important. Et maintenant, si nous-mêmes, on n'arrive pas à le respecter, la coordination aura sûrement prévu, avec ce que le gouvernement va dire, des choses, et on est obligé de les appliquer. On sera obligé de les appliquer, malheureusement. Mais prions qu'on arrive, on n'arrive pas à ça en faisant quoi? Respect des gestes barrières. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la prévention par rapport au coronavirus, c'est le respect des gestes barrières. La grande prévention. Faut-il revoir la sensibilisation autrement dans les quartiers ainsi qu'à l'intérieur du pays, revoir autrement la stratégie dans le cadre de ces fêtes-là qui s'annoncent déjà? Déjà, nous faisons beaucoup par rapport à la sensibilisation. Oui, sur les radios, télé, chaînes de télé. Maintenant, ça de faire peut-être une sensibilisation de proximité. Oui.
Vous savez que dans la sensibilisation de proximité, quand on ne se prend pas bien, on va à l'encontre des mesures barrières. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de voir avec les élus locaux, qu'on puisse organiser donc des séances pour aider les communautés à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir aller vers, c'est-à-dire des groupes de parole, quoi. On avait vu au départ comment les maires et autres là se sont mobilisés, mais finalement, on ne les sent plus vraiment. On ne les sent plus vraiment. Il faut prendre le relais. Il faut donner le relais. À Que ce qui? ne soit pas les Au mêmes. CDQ, au CDV. Voilà, c'est ça. Il faut former les gens pour que ça puisse aller plus bas et plus loin. Il faut faire tâche d'huile pour que ça puisse aller plus loin. Et c'est ce qu'on va faire. Et les élus locaux vont transmettre les informations aux gens des quartiers. Les gens des quartiers vont transmettre les informations aux gens des villages. Et progressivement, tout le monde sera au courant. Mais c'est vrai que dans les chiffres que nous avons plus de cas et d'évolution au niveau de Lomé et du Grand Lomé. Grand Lomé, oui. L'intérieur, quand même, au jour d'aujourd'hui. Ça va. Voilà. C'est vrai que c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. On va continuer la sensibilisation là-bas pour que on n'ait pas l'effet inverse. Oui. Et accentuer au niveau de Lomé, agrandir le plus grand nombre par rapport aux sensibilisations pour que ça se fasse rapidement et qu'on mette le coronavirus loin de nous avant 2021. Vivement que les mesures barrières soient respectées à la lettre. Docteur Francis Soukouna Dadjo, nous allons conclure pour le compte de ce jour. Alors, c'est vrai que nous allons vers les fêtes de fin d'année. Cette année, pratiquement toutes nos fêtes, que ce soit traditionnelles, les regroupements au niveau des cantons et préfectures, n'ont pas pu se tenir ou ne se tiendront pas pour celles qui restent à venir. Et les fêtes de fin d'année, nous devons aussi les considérer à ce même titre que celles qui sont passées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons peut-être avoir un sens de responsabilité. Je n'oublie pas toujours ce mot parce que c'est en étant responsable qu'on peut faire vite dans la lutte contre cette maladie. De cette maladie. Ça, c'est ça, c'est la solution. Il faut être responsable et puis discipliné. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.